Bonjour tout le monde et bienvenue à la conférence de l'Union syndicale Droit de succession, pourquoi anticiper est-il primordial? Notre invité, comme d'habitude, ça devient une tradition, c'est Maître Michael Gossio. Et à sa septième conférence de droit fiscal, septième ou huitième conférence de droit fiscal. Et donc, il fait un peu partie de la bonne tradition de l'Union syndicale. Qui est Michael Gossio? Michael est avocat au barreau de Bruxelles depuis 2004, a rejoint le cabinet Hirsch et Van Halst à l'occasion de sa constitution en septembre 2011 et il est associé depuis 2018. Michael a le titre de professeur associé, membre du Centre de droit privé de l'Université libre de Bruxelles, unité de droit fiscal. Il est également maître de stage à l'Université libre de Bruxelles, chargé de conférences au sein de l'Executive Master en gestion fiscale de la Solvay Brussels School et assistant chargé d'exercice en droit fiscal à la faculté du droit et de criminologie. OK, donc je passe la parole à Michael pour commencer son exposé. Merci beaucoup. Donc, merci Carlo pour cette présentation. C'est vrai que ça fait un certain nombre de fois maintenant qu'on est revenu enfin, qu'on donne cette conférence avec l'Union syndicale. Jusqu'à présent, on parlait beaucoup d'impôts directs et accessoirement d'impôts des successions. Et puis cette fois-ci, on a décidé de faire un thème spécifique sur le droit des successions avec effectivement cette sous-question: pourquoi anticiper est-il primordial? Euh, Avant de rentrer dans le vif de ce sujet, ben, il faut peut-être se demander c'est quoi ces droits de succession dont on va parler aujourd'hui. Les droits de succession, c'est un impôt qui est prélevé sur la transmission du patrimoine d'une personne à l'occasion de son décès. Donc, c'est jamais évidemment très agréable de penser à son propre décès, ni de supporter le décès de ses proches. Mais en tout cas, à l'occasion de cet événement important, évidemment, dans la vie, eh bien, l'État, lui, ne vous oublie pas puisqu'il va prélever un impôt. En tout cas, l'État belge, on verra que ce n'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne et même du monde. Et cet impôt, il est payé par qui? Ben, par définition, il va être payé par vos héritiers ou par votre légataire si vous avez fait un testament. Et pour déterminer le montant de cet impôt, on va se poser toute une série de questions sur comment est-ce qu'il se calcule. On va déterminer une base imposable. La base imposable, ce sera typiquement la valeur nette du patrimoine, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les actifs ou une partie des actifs, toutes les dettes ou une partie des dettes, et puis on va partager ça entre les différents héritiers, et ça va vous donner la base imposable pour le calcul des droits de succession. Sur cette base, on va appliquer des taux d'imposition qui vont varier en fonction du montant, hein. Donc ces taux, ils sont dits progressifs par tranche, ce qui signifie en réalité que plus il y a de capital, plus l'imposition augmente. Et puis, il y a aussi une notion de lien de parenté, puisque les taux ne seront pas les mêmes selon que l'héritier soit un enfant ou l'héritier soit, par exemple, un cousin. Et j'ai ici repris quelques tarifs en région bruxelloise pour vous donner une idée. Et donc, vous voyez que ben, la première tranche de 50 000 euros est taxée en ligne directe à 3%. Et puis, vous avez une série d'échelonnements jusqu'à arriver à ce seuil de 500 000 euros, qui en réalité n'est pas très élevé, hein, surtout si on pense à la valeur des biens immobiliers en région bruxelloise. Et dès que vous avez atteint ce seuil de 500 000 euros, vous êtes parti sur une taxation fixe à 30%. Regardez la question du lien de parenté. Si je ne suis plus en ligne directe, mais si je suis avec des cousins, ma première tranche de taxation, elle est à 40% immédiatement. Et dès que j'atteins 75 000 euros cette fois, je vais payer une espèce de taux fixe de 55% de droits de succession. Donc, indéniablement, ces droits sont élevés. Alors, si je reviens sur la question de la méthode de calcul,
On a donc dit qu'on avait la base imposable, on a donc dit qu'on avait les taux d'imposition, ce qu'on vient de voir ensemble, et puis il y a la question des exonérations, des abattements, qui vont être des espèces de dérogations d'actifs non soumis au droit de succession ou d'une partie du patrimoine non soumis au droit de succession. Si on est en Belgique, à cette question de l'impôt et de sa base imposable, on va aussi devoir s'interroger, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin, sur la régionalisation, hein, parce qu'en Belgique, les droits de succession sont des impôts régionaux, c'est-à-dire que l'impôt ne sera pas le même selon que vous habitiez à Oulart, à Etterbeek ou à Waterloo. Donc ça, il faut en être conscient. Il faut savoir dans quelle région on parle et quelle région est compétente pour taxer. Alors, maintenant, si on prend un peu de recul sur cette situation, sur cette question des droits de succession qu'on a définie, on se dit, mais tiens, mais quel est le pays dans lequel je vais être taxé? Parce que les fonctionnaires européens, c'est pour vous qu'on fait aujourd'hui cette conférence, évidemment, vous êtes classiquement dans une situation où vous avez un patrimoine qui est situé sur le territoire d'au moins 2 États, peut-être plusieurs. Il y a souvent quelque chose en Belgique et puis quelque chose dans le pays de nationalité. Ça, c'est ce qu'on constate dans la pratique. Et puis, il y a des situations encore plus compliquées que celle-là, avec des actifs répartis un petit peu partout sur le territoire européen, voire même extra-européen. Alors, il faut se dire, bah, tiens, mais qui va pouvoir me taxer finalement, hein? Quel est le pays qui va me taxer? Et là, il y a plusieurs critères qui existent. Ça peut être le pays, et c'est généralement d'ailleurs le pays où le défunt avait établi son domicile ou sa résidence. Donc, c'est le lieu où on vit effectivement, et on va voir une importante exception pour les fonctionnaires européens dans ce domaine. C'est une situation qui est très fréquente en Europe, hein. Donc, la taxation sur base de la résidence fiscale au moment du décès, c'est vraiment le critère dans la plupart des pays européens et occidentaux. Mais vous pouvez aussi avoir une compétence du pays sur le territoire duquel un bien est situé. Ça peut être un bien immeuble. Par exemple, en Belgique, on va taxer les non-résidents qui ont des immeubles situés sur le territoire de la Belgique, ou ça peut être des biens meubles, par exemple de l'argent sur un compte bancaire, et ça c'est le cas typiquement de l'Espagne. Si vous avez un compte bancaire en Espagne sur lequel il y a de l'argent, vous décédez, vous êtes résident fiscal belge, eh bien l'Espagne va prendre sa dîme sur l'argent qui était sur le compte bancaire ouvert auprès d'une banque espagnole. Ensuite, vous avez un autre critère potentiel, c'est un critère de nationalité. Beaucoup plus rare, mais il existe, hein, notamment on pense aux USA. Mais dans la majeure partie des cas, la nationalité ne va pas être un critère fondamental pour l'application de la législation fiscale. On verra qu'elle peut avoir un rôle, hein, on verra ça un petit peu plus loin, mais ce n'est pas le critère de rattachement par excellence, c'est plutôt un critère de rattachement par défaut. Et puis je me suis posé la question, tiens, est-ce que dans ce monde, il y a un pays qui taxe les personnes parce qu'ils sont décédés sur le territoire de ce pays, hein? On part en vacances, on meurt et paf, le pays où on était en vacances se décide de nous taxer. Eh bien, je n'en ai pas trouvé. Donc je ne crois pas que ça existe et c'est tant mieux pour les quelques globetrotters qui suivraient cette conférence. Alors, quand on parle de déterminer une compétence d'imposition, quel État va pouvoir me taxer? Forcément, quand on évoque cette question-là, on évoque avec un problème de double imposition. En matière d'impôt sur les revenus, pour ceux qui ont suivi ma conférence sur l'autre sujet, mais on sait qu'en matière d'impôt sur les revenus, depuis 1963, il y a des modèles internationaux de conventions préventives de double imposition qui sont mis en place par l'OCDE. La Belgique, au jour d'aujourd'hui, a plus ou moins 120 conventions préventives de double imposition signées sur les questions des impôts directs. Eh bien, figurez-vous qu'en matière de droit de succession, il y en a deux. Il n'y a pas de convention internationale et il y a deux conventions entre la Belgique, une avec la Suède qui date de 1956 et une avec la France qui date de 1959. Et depuis ce moment-là,
on s'est dit que ces conventions-là, il n'y avait pas besoin de les signer. Donc on voit bien que la double taxation en fait en matière de droit de succession n'est manifestement pas fondamentale dans l'esprit de ces institutions et des personnes qui nous dirigent, mais en matière d'impôt sur les revenus, par contre, là, il y a vraiment quelque chose d'assez important qui se crée. Donc, il y a une différence entre les impôts sur les revenus et les droits de succession à cet égard. Bon, et alors, si il se fait que le pays qui peut vous taxer, c'est la Belgique, eh bien, je vous l'ai dit, les droits de succession sont des impôts régionaux, donc il va encore falloir se poser la question, si c'est la Belgique qui est compétente pour taxer, ben tiens, quel pays, quelle région, pardon, est compétente pour effectivement taxer? Est-ce que c'est la Flandre? Est-ce que c'est Bruxelles? Est-ce que c'est la Wallonie? Et on a dû évidemment mettre en place des critères parfois un petit peu compliqués. Je vous les donne plus euh, pour que vous en soyez conscient qu'autre chose. Mais si par exemple vous avez eu cette mauvaise idée au cours des 5 dernières années de votre vie de vivre dans des régions belges différentes, un petit peu en Flandre, un petit peu à Bruxelles par exemple, eh bien on va regarder au cours des 5 dernières années qui précèdent le décès et on va voir, on va déterminer dans quelle région vous avez vécu le plus longtemps. Et c'est cette région-là qui sera compétente pour vous taxer. Donc vous voyez qu'en Belgique, on rajoute une petite couche de complexité, puisqu'après avoir déterminé au niveau international quel pays est compétent, il va falloir déterminer au niveau national quelle région est compétente. Alors je vous rassure cependant, enfin, je vous rassure, vous me direz, vous peut-être à la fin, si vous êtes rassuré ou pas, parce qu'il y a rien de très rassurant en Belgique par rapport au droit de succession, mais je vous rassure quand même, la Belgique a prévu des règles internes pour éviter la double imposition. Donc, ces règles, elles sont très simples, en fait. Elles consistent à dire que l'impôt qui a été payé à l'étranger va pouvoir s'imputer sur l'impôt qui est dû en Belgique. Et puis j'ai pris 2 exemples pour vous montrer l'effet pratique de cette règle, des exemples relativement simples. Vous avez une personne qui réside en Belgique et qui décède alors qu'elle est propriétaire d'un actif, un bien immeuble situé en Italie et qui a une valeur de 850 000 euros. Et cette personne laisse pour seul héritier 2 enfants. Comme il est résident belge, eh bien, la succession va être taxable en Belgique. Donc l'intégralité de son patrimoine mondial est taxable en Belgique. Et puis comme il a un immeuble en Italie, eh bien l'Italie va dire, mais oui, mais moi cet immeuble, il relève de ma juridiction puisqu'il est sur le territoire, il est sur mon territoire, donc je vais taxer l'immeuble. Très bien. Donc la Belgique taxe tout le patrimoine, c'est-à-dire l'immeuble. L'Italie taxe l'immeuble qui est situé sur son territoire. En Italie, héritage en ligne directe, il y a un abattement de 1 million d'euros, donc il n'y a pas d'impôt. Italie, zéro. En Belgique, ben malheureusement, ça ne fonctionne pas pareil. On applique les taux que vous avez vus précédemment et on va arriver à un impôt successoral à payer en Belgique de 56 125 euros. Donc chaque enfant va payer à l'État belge 56 125 euros pour avoir hérité de cet immeuble situé en Italie de 850 000 euros. Alors, deuxième hypothèse, la même, mais le bien n'est plus situé en Italie, mais il est situé en Espagne. Quelle est la grande différence entre l'Espagne et l'Italie à ce niveau-là? C'est que l'Espagne, pardon, elle va taxer le bien qui est situé sur son territoire. Alors en Espagne, les règles en matière de succession sont toujours un petit peu complexes parce que ça dépend de l'endroit précis où l'immeuble est situé. Mais ici, je suis parti du principe qu'en Espagne, on allait payer un impôt des successions de 49 222 euros par enfant. Donc en fait, un impôt qui est assez proche de l'impôt qui est dû en Belgique. En Belgique, on va quand même vous réclamer 56 125 euros. Mais le mécanisme d'évitement de la double imposition va jouer et vous allez pouvoir imputer sur les 56 125 euros d'impôt belge les 49 222 euros d'impôt espagnol. Et donc, il n'y aura un surplus à payer pour chaque enfant que, et je mets des guillemets sur le
que de 6 903 euros. Ça, c'est ce que la Belgique prévoit en matière d'évitement de la double imposition au niveau national. Et donc, vous voyez en fait qu'il ne s'agit pas pour la Belgique de renoncer à taxer des biens qui sont situés à l'étranger, hein. L'immeuble en Italie est taxé en Belgique. Il s'agit juste d'imputer sur l'impôt belge l'impôt étranger. Et ce mécanisme a pour conséquence qu'en réalité, les héritiers payent toujours le plus cher des deux impôts. Vous voyez qu'en Italie, l'impôt est de 0, eh bien, on va payer 56 125. En Espagne, l'impôt est de 49 222. Ben, les enfants payeront quand même 56 125. On paye toujours le plus cher des deux impôts. Alors, j'ai fait une petite comparaison entre les différents pays européens. Je ne connais pas les règles dans tous les pays d'Europe, loin de là. Donc, c'est des calculs, je le marque, qui sont approximatifs, qui sont sous réserve de vérification. Donc, n'allez pas penser que c'est des sacro-saints calculs. Mais par contre, c'est assez intéressant quand même de voir les disparités qui existent entre pays, de voir qu'en Belgique, on n'est franchement pas bien loti, puisque en fait, c'est ici qu'on paye presque le plus. D'après ces quelques calculs que j'ai fait là. Et puis qu'il y a d'autres pays, par exemple l'Italie, où on a des abattements d'1 million d'euros, le Luxembourg, où il n'y a pas d'impôt en ligne directe. Donc on a des pays qui sont très attractifs, des pays qui se situent dans la moyenne, et puis des pays comme la Belgique, où on paie vraiment, vraiment beaucoup d'impôts. Et ça m'a fait dire, en tout cas, que être résident belge, ce qui est mon cas, ou avoir des actifs imposables en Belgique, ce qui est probablement le cas de vous qui m'écoutez, ben, c'est peut-être une bien mauvaise idée. Alors, à partir du moment où il y a une charge fiscale qui est à ce point importante, on se pose la question de comment est-ce qu'on optimise sa fiscalité. Et la façon la plus évidente d'optimiser sa fiscalité, évidemment, c'est ce qu'on appelle, dans notre jargon de fiscaliste, en tout cas, voter avec ses pieds, hein. Donc, on prend ses bagages et on s'en va. On n'est plus résident belge, on n'a plus d'actifs imposables en Belgique et on n'est plus soumis aux droits de succession belges. C'est évidemment une solution qui est un petit peu radicale parce que les gens qui viennent me voir en réunion, je les entends quand même dire que la vie en Belgique est plutôt agréable, que la ville est plutôt sympathique, qu'on est au centre de l'Europe, etc., etc. Donc j'entends des gens qui n'ont pas très envie de partir de Belgique forcément. La solution qu'il leur reste alors, à eux comme à moi par exemple, c'est d'optimiser, de planifier la succession. Pour entrer dans ce mécanisme d'optimisation fiscale et de planification de sa succession, la première question qu'il faut se poser, c'est une question qui n'est pas forcément évidente pour les fonctionnaires européens, c'est la question de la résidence. Est-ce que vous êtes résident fiscal en Belgique ou est-ce que vous êtes non résident fiscal en Belgique? On est forcément l'un ou l'autre. Et ça m'amène à un principe essentiel qui est propre aux fonctionnaires européens, c'est la question de la résidence. Qu'est-ce que c'est que la résidence? Je l'ai déjà évoqué. C'est sans rapport, je le dis d'abord, sans rapport avec la nationalité. Pourquoi je dis cela? Parce que très souvent, quand je reçois des gens en réunion, la première chose qu'ils me disent, c'est je suis de nationalité italienne, espagnole, française, peu importe. Et en fait, cette information-là, elle est son importance est très très marginale pour moi dans l'analyse des règles fiscales. Euh, de même que le fait d'acquérir la nationalité belge, en fait, ne va pas influencer votre régime d'imposition, la nationalité belge ou une autre nationalité d'ailleurs. On va retrouver une influence de la nationalité sur la fiscalité vraiment à des endroits très très ponctuels. Et donc, pour vous donner un exemple que j'évoquais déjà tantôt, c'est les conventions préventives de double imposition. Les conventions préventives de double imposition, on a dit qu'il y en avait pour ainsi dire pas, hein, en matière de droit de succession, mais dans les conventions préventives de double imposition en matière d'impôt sur les revenus, eh bien, vous avez des situations de conflit de résidence qui sont anticipées. C'est-à-dire qu'une personne a une résidence dans plusieurs pays européens, plusieurs pays. Et les deux pays en question se rencontrent et se disent, bah, tiens, on va devoir déterminer entre nous
lequel a vraiment la résidence de ce contribuable. Et alors, pour ce faire, ils vont appliquer différents critères. Ils vont regarder, est-ce qu'il y a un foyer d'habitation permanent dans les deux États? Si oui, ils vont regarder quel est le centre d'intérêts vitaux de cette personne selon les États. S'il y a des intérêts vitaux des deux côtés, on va regarder le nombre de jours de présence dans chacun des deux États. Et si c'est plus ou moins ex aequo, alors seulement on va arriver aux critères de nationalité en disant, bah, écoutez, à un moment donné, il faut bien qu'on tranche. Si ce monsieur ou cette dame est vraiment partagé entre deux États et qu'il ne nous reste plus que la nationalité pour trancher, alors ce sera la nationalité qui va classer la résidence du contribuable en question. Et donc vous voyez que c'est vraiment très très loin dans le raisonnement qu'on va finalement avoir prendre en compte cette question de la nationalité. Ce qui est déterminant, c'est le foyer d'habitation permanent, c'est-à-dire l'endroit où le contribuable habite normalement avec son conjoint, sa compagne, son cohabitant légal, son cohabitant légal, ses enfants, etc., etc. C'est un lieu de vie qu'on regarde. C'est une habitation qui doit par ailleurs répondre à des critères d'habitation, hein. Il faut que ce soit suffisamment confortable, hein. Si vous louez un petit studio de 10 mètres ou de 15 mètres carrés où il n'y a pas de cuisine, ça peut ne pas être considéré comme une habitation. Si vous louez un Airbnb 3 mois par an, mais que le reste de l'année, vous ne pouvez pas y aller, ça n'est pas non plus une habitation, puisque ce n'est pas quelque chose dont vous disposez de manière continue tout le temps. Et ça, c'est important, hein, parce que on a parfois trop facilement tendance à se dire, ah, mais je vais aller me domicilier par exemple au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg, on ne paye pas de droits de succession, on l'a vu. Et comme ça, mes problèmes sont réglés. Je dis que je suis au Luxembourg, en fait, j'habite en Belgique. Mais bon, je loue un petit quelque chose au Luxembourg qui me coûte pas trop cher, peut-être même chez l'habitant. Et je me dis que je suis tranquille. Mais attention, hein, l'administration fiscale, elle peut vérifier les questions de résidence, y compris après le décès, en se disant, mais tiens, c'est étonnant, cette personne a beaucoup d'opérations bancaires en Belgique, beaucoup d'appels téléphoniques en Belgique, et finalement, au Luxembourg, on la voit pas trop. Et vous êtes parti sur un problème de requalification de votre résidence, avec un risque alors de taxation en Belgique. Donc, il faut être prudent à ces éléments-là. Euh, un exemple concret, un fonctionnaire européen qui travaille à Bruxelles, qui réside à Bruxelles avec son mari et ses enfants, eh bien, son foyer d'habitation, c'est incontestablement Bruxelles et la Belgique. Donc, a priori, cette personne devrait être considérée comme résidente fiscale belge. Mais c'est là qu'intervient une règle très importante en matière qui vous concerne vous, hein, dans le protocole sur les privilèges et immunités des fonctionnaires européens. Vous avez ce qu'on appelle une exception de résidence. C'est-à-dire que pour l'impôt sur les revenus, pour les droits de succession, et c'est ça qui nous intéresse, et pour les conventions préventives de double imposition, un fonctionnaire européen conserve sa résidence dans l'État membre où il était établi avant son entrée en fonction. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas pour un fonctionnaire européen regarder où il vit aujourd'hui, mais il faut regarder où il vivait avant d'entrer en fonction auprès de l'Union européenne. Donc, si je suis établi en France et que je suis engagé par la Commission européenne et que je viens travailler à Bruxelles pour les besoins de cette activité, en fait, ma résidence fiscale va rester la France et pas la Belgique, l'endroit où pourtant je vis. Alors attention, ça suppose qu'évidemment vous soyez, que dans ce cas-là, je sois venu en Belgique pour l'exercice de ma fonction et pas pour une autre raison, par exemple, pas pour rejoindre mon amoureuse avec qui j'ai décidé de vivre. Ça suppose aussi que je n'ai pas une autre activité professionnelle que l'activité de fonctionnaire européen, si je peux dire ça comme ça. C'est rarement le cas puisque ben, vous avez des limitations sur les possibilités d'activités professionnelles accessoires. Mais néanmoins, ça se rencontre, hein. Si vous êtes professeur d'université, chercheur, ben dans ces cas-là, euh, même si vous avez cette petite activité parce qu'elle est accessoire, vous allez conserver l'exception de résidence. Mais par contre, si vous voulez vous lancer comme freelance photographe à mi-temps,
eh bien là, l'activité ne sera plus accessoire et donc l'exception de résidence ne s'appliquera plus. Mais de nouveau, je ne suis pas certain que que vous serez autorisé à exercer cette activité de photographe freelance à mi-temps, tout en conservant votre activité de fonctionnaire européen. Donc c'est peut-être un sujet un petit peu théorique, mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que l'endroit où vous vivez en tant que fonctionnaire européen, c'est pas forcément cela qui est important. Ce qui est important, c'est l'endroit où vous avez été recruté. Et aussi, ce qui est important, c'est de comprendre que ces règles que je viens de préciser ne sont pas des choix, hein. On ne fait pas son shopping entre j'ai envie d'être en Belgique, en Italie, en France ou autre part. Ce sont des règles qui s'imposent à vous. Et finalement, plutôt que de toutes les retenir si vous n'y avez pas grand intérêt, vous pouvez simplement demander ce qu'on appelle votre attestation article 13, qui est un petit document qui va vous dire, voilà, vous avez gardé votre domicile fiscal ici en Belgique. Pour un autre, ça pourrait être la France, l'Italie, l'Espagne ou peu importe quel pays de l'Union européenne. Euh, Ne pas confondre cette attestation-là avec l'attestation de l'article 12 qui, elle, dit simplement que vos émoluments ne sont pas taxables dans le pays où vous résidez. C'est autre chose, hein. Ici, c'est bien ce qu'on cherche, c'est bien l'attestation article 13 concernant votre domicile fiscal. Alors, cette exception de résidence, elle joue aussi pour votre conjoint, ça vous le savez, mais il faut que le mariage ait été célébré avant l'entrée en fonction et que votre conjoint n'ait pas d'activité professionnelle propre. Si elle a une activité ou si il a une activité professionnelle propre, alors il deviendra résident belge, rien à faire pour lui. Et puis ça peut aussi jouer pour vos enfants qui sont à charge ou sous votre garde, moyennant certaines conditions. Mais disons qu'ici, pour la question des droits de succession, c'est peut-être ce sujet-là un peu moins important. Ce qui est par contre très important, et ça, sur le coup, c'est très important en matière de droits de succession, c'est que cette exception de résidence qui fait que vous n'avez pas votre résidence à l'endroit où vous vivez effectivement, elle disparaît le jour de votre départ à la retraite. Et donc, ça veut dire que du jour au lendemain, et littéralement du jour au lendemain, vous étiez résident italien, vous devenez résident belge parce que vous avez décidé de rester vivre en Belgique. Alors, je ne veux pas évidemment vous faire peur à l'excès. Il faut regarder toutes les circonstances de fait du dossier. On ne vous demande pas de partir le lendemain de votre départ à la retraite. Un déménagement, ça s'organise. Mais en tout cas, si il est constaté que vous n'avez pas l'intention de partir, on va vous considérer comme un résident fiscal belge. S'il est constaté que vous avez l'intention de partir, on pourra peut-être se demander en disant, ben oui, ce monsieur ou cette dame font des allers-retours parce que ben, un déménagement, ça s'organise, etc., etc. Mais donc, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, votre régime en matière de droit de succession va fondamentalement changer selon que vous êtes en service avec une exception de résidence qui, bien que vous habitiez à Bruxelles ou en Belgique, vous dit vous avez votre résidence en France, en Italie, en Espagne, pour citer toujours ces mêmes exemples. Et du moment où vous partez à la retraite, cette exception de résidence disparaît. Et alors que vous aviez votre domicile en France, en Italie ou en Espagne, paf, vous ramenez votre domicile fiscal en Belgique et vous tombez alors sous les droits de succession avec une taxation sur base des actifs mondiaux. Donc, le moment du départ à la retraite, c'est vraiment un moment clé dans le cadre de la question des droits de succession pour les fonctionnaires européens. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Si vous êtes résident fiscal en Belgique, parce qu'après votre départ à la retraite, vous avez maintenu votre résidence en Belgique, eh bien, vous allez être soumis à ce qu'on appelle les droits de succession. Et là, on rentre sur une notion un peu plus précise que les droits de succession de manière générale, hein. Vous allez être soumis à un impôt qui s'appelle les droits de succession, et cet impôt, il taxe tout votre actif mondial. Donc, peu importe où sont vos immeubles, où sont vos comptes bancaires, tout est taxable en Belgique sous déduction de vos dettes. Par contre, quand vous êtes non résident fiscal belge, vous n'êtes pas soumis au droit de succession, vous êtes soumis au droit de mutation par décès.
Et les droits de mutation par décès, la base imposable, c'est constitué exclusivement des immeubles qui sont situés sur le territoire de la Belgique. Donc vous voyez bien que si vous êtes résident fiscal belge, vous êtes taxable sur tout, alors que si vous êtes non résident fiscal belge, vous n'êtes taxable que sur les immeubles situés en Belgique, sous déduction éventuellement des dettes liées à cet immeuble, un solde d'emprunt hypothécaire, des arriérés de précompte immobilier, ce genre de choses. Mais donc, c'est pas du tout le même sujet. Hein. C'est pas du tout le même sujet. On a deux situations qui peuvent s'envisager. Vous avez le fonctionnaire qui malheureusement décède trop jeune, il est encore en fonction. Pour lui, l'exception de résidence va s'appliquer et s'il est non résident fiscal belge, il est soumis uniquement au droit de mutation par décès, c'est-à-dire que les immeubles en Belgique. Par contre, si le fonctionnaire a déjà pris sa retraite au moment où il décède, et ce sera aussi probablement toujours trop tôt, alors l'exception de résidence ne s'applique pas. Et dans ce cas-là, peut-être sera-t-il soumis au droit de succession avec une taxation sur tous ces immeubles en Belgique et à l'étranger, tous ces meubles en Belgique et à l'étranger, et avec un risque de double imposition. Alors, bon, ça c'était un petit peu la partie de l'exposé pour faire un peu peur. Je dirais pas pour faire peur, mais en tout cas pour attirer votre attention sur quelque chose d'important. Ici, maintenant, on va essayer de chiffrer un petit peu tout ça et on va aussi voir comment est-ce qu'on peut planifier sa succession en Belgique. Et en fait, vous allez voir qu'en Belgique, planifier sa succession, c'est s'alléger, c'est donner. En fait, c'est donner, c'est se dépouiller. Mais évidemment, quand on dit ça comme ça donne pas très envie. Et c'est pour ça que je vous dis, attention, on va pas faire ça n'importe comment. On va vouloir conserver les revenus de ce que l'on donne. On donne du capital, mais les revenus de ce capital, on a peut-être encore envie de les garder pour vivre confortablement. On va peut-être vouloir aussi conserver la gestion de ce que l'on donne. Hein. Si je donne un patrimoine financier, ben, j'ai peut-être encore envie, après ça, de décider ce qu'on achète, ce qu'on vend comme action, comme obligation. Je veux garder les coudées franches pour faire les investissements qui me plaisent. Et puis aussi, et ça c'est peut-être un élément important qu'on n'évoque pas assez souvent, on ne va pas donner n'importe quoi. Et j'ai régulièrement en réunion des gens qui me disent, eh ben voilà, il me reste, ça c'était vraiment il n'y a pas longtemps, il me reste 500 000 euros sur un compte bancaire, mais je vais les donner à mes enfants. Et je dis tout de suite à ce monsieur, mais faites attention parce que quand vous avez donné ça à vos enfants, vous n'avez plus rien après. Et la fin de vie, elle est caractérisée par peu de revenus et beaucoup de dépenses. Donc il faut peut-être penser à garder quelque chose pour vous. Donc c'est pour ça que je dis, on ne donne pas n'importe quoi. On doit garder suffisamment d'argent pour soi et pour être sûr que si on a besoin d'acheter un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, eh bien, on n'est pas à demander de l'argent à ses enfants parce que je pense que tant qu'on a la conscience d'esprit, c'est quelque chose qu'aucun parent ne souhaite. Donc, on veut être indépendant par rapport à ses enfants. Et donc, c'est important de ne pas trop donner non plus. Alors, un exemple chiffré pour vous montrer très concrètement ce qui peut se passer selon qu'on fait quelque chose ou selon qu'on ne fait rien. J'ai ici un fonctionnaire européen dont j'ai mis sa résidence fiscale à Bruxelles, qui est marié, qui a 2 enfants, et avec son épouse ou son époux, ils ont un patrimoine commun. Donc il est 50-50, ce patrimoine qui est un patrimoine assez confortable. Il y a une maison d'habitation à Bruxelles d'une valeur de 1 500 000 euros, un appartement à Bruxelles de 550 000 euros, une maison en Espagne. J'ai mis aux îles Baléares parce qu'en Espagne, il faut préciser pour déterminer le régime d'imposition qui a une valeur de 1 million d'euros. Et puis j'ai un compte bancaire en Espagne, 300 000 euros, et un compte bancaire en Belgique, 200 000 euros. Alors qu'est-ce qui va se passer en considérant le décès de ce fonctionnaire européen qui laisse son conjoint survivant qui a 60 ans? Eh bien, d'abord, en termes de dévolution successorale. Donc, la dévolution successorale, c'est pas fiscal, hein, c'est savoir qui recueille quoi dans la succession. Et le conjoint survivant, qu'est-ce qu'il va recueillir? Eh bien, il va recueillir l'usufruit sur la totalité du patrimoine du défunt. Usufruit, ça veut dire qu'il peut
user des biens. Par exemple, il peut encore habiter la maison d'habitation ou profiter de la maison en Espagne. Et les fruits, c'est quoi? Ben, c'est les loyers de ces biens éventuellement, c'est les intérêts, les dividendes des obligations et des actions dans lesquelles l'argent aurait été investi. La valeur de l'usufruit, elle est déterminée en Belgique sur base d'une règle qui dépend de l'âge du conjoint survivant. Et donc ici, à 60 ans, un usufruit qui porte sur 1 775 000 euros, c'est-à-dire la moitié du patrimoine, il vaut 675 800 euros. Et puis les enfants, eux, ils reçoivent quoi? Ben, ils reçoivent la nue propriété, c'est-à-dire ce qui reste après qu'on ait retiré l'usufruit sur le quart du patrimoine. Hein. Donc le défunt avait un demi du patrimoine commun. Les enfants reçoivent un quart chacun, ce qui représente 549 600 euros. Et quand on applique les droits de succession sur ces montants-là, eh bien, on se rend compte que le conjoint survivant va payer 58 780 euros. Alors, c'est moins de 10%. On pourrait se dire que c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même un paquet d'argent. Et puis, les enfants, eux, ils vont chacun payer 92 888 euros. Et je suis parti du principe qu'en Espagne, il n'y avait pas d'impôt au moment de la succession. Alors, j'ai fait un total de 185 000 euros, mais qui est en fait le total pour les deux enfants. Si à cela, je rajoute le montant de l'époux, ben, on se rend compte qu'on est plutôt, on va être autour des 240 000 euros. C'est évidemment une catastrophe. Hein. C'est beaucoup, beaucoup d'argent à payer à l'État belge. Alors, si ce fonctionnaire européen, avant de décéder, ce qui n'était déjà pas une bonne idée en soi, s'était dit allons voir Michael Gossio et voyons ce qu'il nous propose, j'aurais dit ben, en fait, il y a une première solution qui est extrêmement simple. C'est consiste à léguer le domicile conjugal au conjoint survivant. Donc ça coûte pour ainsi dire rien. Il faut faire un testament, c'est tout. Et le gros avantage de cette solution, c'est qu'au premier décès, donc un couple, le premier qui décède, c'est l'autre qui reçoit tout. Et à ce moment-là, il ne paye aucun impôt. Donc, on a déjà un premier décès qui est passé sans payer aucun impôt. C'est une et en plus, ça a l'avantage de laisser au conjoint survivant 100% du domicile conjugal, ce qui est toujours très rassurant de savoir pour le conjoint survivant que on va garder du patrimoine. Alors, je dis c'est une bonne opération pour le premier décès. Mais après, le conjoint survivant doit se rendre compte que lui, il est devenu propriétaire de 100% du domicile conjugal et que donc il doit réfléchir lui-même à sa propre planification successorale pour éviter qu'à son décès, l'intégralité de ce domicile conjugal ne se retrouve taxable au droit de succession. Mais en tout cas, il a reçu ce patrimoine et il n'a pas payé d'impôt. Pour l'appartement à Bruxelles, eh bien, on fait une donation. Donation qui se divise entre les deux enfants. Hein. Donc 137 500 euros par enfant de donation, parce que je n'ai qu'un des deux conjoints qui donne hein, dans mon esprit. Donc j'ai donné 275 000 que je divise par deux, 137 500 pour chaque enfant. J'ai un impôt de 8 250 euros au total, donc 3% de droit de donation sur cet appartement. Je donne la maison en Espagne, ça coûte 35 000 euros. Bon, ça, c'est des droits espagnols, je ne sais pas y faire grand-chose. Et puis les actifs financiers, je peux les donner aussi, 3%, 7 500 euros. Vous voyez qu'au total, alors que j'ai ajouté un impôt espagnol de 35 000 euros, j'arrive à 50 750 euros d'impôt, qui est toujours beaucoup trop, mais ce qui est déjà beaucoup moins que les 230 000 euros qu'on avait envisagés. Hein. Euh, donc, vous constatez qu'en réfléchissant un petit peu et en planifiant et en faisant des choses relativement simples, hein, parce que toutes les solutions que j'évoque ici, je les ai pas tirées du chapeau, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas moi qui ai eu une idée de génie, c'est simplement les habitudes quand on planifie sa succession en Belgique. Il y a des choses beaucoup plus subtiles à faire dans des situations parfois plus complexes, mais vous voyez qu'il y a vraiment des sérieuses économies quand même d'impôts à effectuer. Et vous voyez aussi,
avec cet exemple-ci que je vais citer maintenant, que l'importance de la résidence fiscale est fondamentale, hein, puisque si mon fonctionnaire européen, qui, dans mon premier exemple, était résident fiscal belge, si en réalité il était résident fiscal au Luxembourg, parce que c'était là qu'il était établi lorsqu'il a été recruté, eh bien, en fait, sa situation est fondamentalement différente. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'au Luxembourg, il n'y a pas de droit de succession en ligne directe. Et donc, il y a des choses qui ne vont simplement pas se retrouver taxables. Alors oui, il y a bien une maison d'habitation en Belgique, évidemment. Il y a bien cet appartement en Belgique. Mais en tout cas, pour la maison en Espagne, il n'y a pas de sujet. Elle ne sera pas taxable en Belgique. Les actifs financiers, qu'ils soient en Espagne ou en Belgique, ne seront pas taxables en Belgique non plus. Et donc, on voit évidemment que la question de la résidence est fondamentale, puisque dans la même situation, ce fonctionnaire, simplement parce qu'il réside au Luxembourg, ne va pas devoir mettre en œuvre, pas du tout mettre en œuvre, la même opération de planification successorale. Mais par contre, il doit faire attention, puisque quand il part à la retraite, si jamais il ne devait pas souhaiter retourner vivre au Luxembourg, mais qu'il restait établi en Belgique, alors il deviendrait résident fiscal belge, avec toutes les conséquences que cela implique. Alors lui, vous me direz, qu'est-ce qu'il fait notre résident fiscal luxembourgeois? Ben, comme il n'est taxé en Belgique que sur les immeubles, il va donner, typiquement, il va donner ses immeubles. Et il va donner avec des mécanismes de donation par tranche. Je vous donne un exemple très concret. Imaginez qu'il y a un appartement de 900 000 euros avec 2 enfants. Si je me dis, ah là là, pour éviter les droits de mutation par décès, je vais donner à mes enfants, je vais leur donner à chacun 450 000 euros, donc la moitié de l'appartement, eh bien, vous allez payer 99 000 euros de droits de donation. Pourquoi? Ben parce que les droits de donation, ils sont calculés par tranche et que donc vous voyez que au-delà de 450 000 euros, ben vous êtes à 27%. Et donc, si je fais mon calcul, je me retrouve pour chaque enfant à 49 500 euros et donc 99 000 euros au total. Si par contre j'ai cette bonne idée de faire des donations par tranche, alors la situation est fondamentalement différente. Et faire les donations par tranche, ben, c'est faire exactement ce que ça dit. C'est-à-dire que je vais faire une première donation de 150 000 euros à mes 2 enfants, donc 150 000 à mon premier, 150 000 à mon deuxième, c'est pour ça que je fais x2. Ça coûte 4 500 euros x2. Et puis, je fais une deuxième donation, et puis je fais une troisième donation. Au total, j'ai bien donné 900 000 euros, mais en fait, je n'ai payé que 27 500 euros d'impôts parce que je l'ai fait en 3 fois. Donc, simplement, le fait de l'avoir fait en 3 fois, ça fait 72 000 euros d'économie d'impôts. La seule condition, c'est que chaque donation soit séparée de 3 années au moins. Donc, je fais une première donation aujourd'hui, puis j'attends 3 ans. Je fais une deuxième donation, j'attends 3 ans. Je fais une troisième donation et j'ai donné l'intégralité de mon immeuble à mes enfants en faisant 72 000 euros d'économie d'impôt. Donc là encore, opération assez simple, assez classique, mais qui a des effets très importants. Euh, D'autant plus que chaque donation va avoir un effet immédiat sur le calcul des droits de succession. Donc, si vous aviez cette mauvaise idée de décéder après la deuxième donation, eh bien, vous auriez déjà donné 2 fois 300 000 euros, donc 600 000. Il ne resterait plus dans votre succession que 300 000 euros, entre guillemets. Donc, vous payeriez déjà beaucoup moins de droits de succession aussi. Donc, c'est tout de suite positif, ces donations par tranche. Juste, il faut savoir que si vous avez trop de patrimoine immobilier en Belgique, voilà, si c'est plus 900 000 mais 2 millions d'euros, en gros, il va vous falloir 15 ans ou 18 ans pour arriver à donner avec les taux les plus réduits. Donc ça, c'est pas forcément idéal, évidemment, parce que ça commence à devenir très très long dans la vie d'un homme ou d'une femme. Alors, parfois, la solution, c'est simplement de vendre, hein. Vous vendez. Si vous êtes non résident, l'argent qui arrive sur le compte bancaire en Belgique ne fera pas partie de votre succession en Belgique, simplement parce qu'à l'impôt des non-résidents, il n'y a que les immeubles situés en Belgique qui sont taxables. Par contre, si vous êtes résident fiscal belge, alors là, il faudra planifier, il faudra donner le prix de vente avec des droits de donation de 3%, là, puisque c'est plus des immeubles, c'est des meubles, 3% fixe en ligne directe.
et 7% dans les autres cas. Donc des taux qui sont beaucoup plus raisonnables pour un résident fiscal belge. Donc, les impôts successoraux en Belgique coûtent indéniablement très cher. Pour diminuer ce coût, sans pouvoir le faire disparaître, mais en tout cas pour le diminuer, on peut donner, on peut léguer pour le domicile conjugal. On fait ça de manière intelligente, on essaye de tourner autour de 3% d'imposition, c'est possible. Mais au départ, je vous ai aussi dit quand même, attention, donner, c'est bien, mais il faut quand même aussi pas donner n'importe quoi et pas donner n'importe comment. Et donc, dans ces donations, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir toute une série de clauses. Et là, on peut vraiment prévoir ce qu'on veut, hein. C'est assez libre, mais il y a des clauses, il y a les grands classiques, hein. C'est comme la littérature, ben, il y a les grands classiques de la fiscalité en matière d'impôt successoral. Et le grand classique en Belgique, c'est vraiment la donation de la nue propriété avec réserve d'usufruit. Donc, vous donnez à vos héritiers la nue propriété, mais vous gardez l'usufruit. Vous gardez donc l'usus, le fait de pouvoir utiliser le bien, le fait de pouvoir vivre dans l'immeuble, mais vous gardez aussi le fructus, donc les fruits du bien, donc le fait de pouvoir louer le bien et percevoir les loyers, ou le fait de toucher les intérêts des actions que vous avez données, ou les intérêts des obligations que vous avez données, ou les dividendes des actions que vous avez données. Donc la réserve d'usufruit, ça c'est un grand classique. Il ne connaît presque pas de donation sans réserve d'usufruit, hein. C'est vraiment une bonne façon de donner tout en conservant les revenus. Alors, ce qui inquiète aussi les gens qui viennent me voir en réunion, c'est de me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours des situations assez difficiles, hein, mais qu'est-ce qui se passe si mon enfant devait me prédécéder? Sous question, mon enfant n'a pas lui-même d'enfant, donc je n'ai pas de petits-enfants. Alors, ce serait quand même un petit peu dommage que ça retourne chez sa sœur, chez son frère, avec des droits de succession élevés. Ou alors, parfois, on n'a pas du tout envie que le conjoint mette la main sur ce patrimoine qui appartient à notre famille. Bon, au-delà des conceptions philosophiques et autres qu'on peut trouver derrière, il y a un motif qui peut se comprendre. Et pour répondre à cette demande, il y a la clause de retour conventionnelle. La clause de retour conventionnelle, elle dit, ben, je te donne, mais si jamais tu décèdes, j'aurai la possibilité, moi, de choisir de récupérer ce que je t'ai donné ou ce qui a remplacé ce que je t'ai donné. Et quand je vais exercer ce choix, fiscalement, il sera neutre. Donc, il n'y aura pas de droit de succession à payer. Je récupère ce que je t'ai donné et c'est comme si je ne te l'avais jamais donné. Le seul inconvénient, c'est qu'on aura payé 3% pour la donation, pour rien. Mais bon, voilà, il y a des choses plus graves au moment où on perd un enfant ou un héritier. Euh, donc, cette clause de retour conventionnelle, c'est aussi un grand classique de la planification successorale et elle peut être optionnelle, hein. Donc, ça veut dire que je choisis si je reprends ou si je laisse. Ça permet vraiment de donner beaucoup de liberté. Alors, il y a aussi la question, je donne, mais moi j'ai besoin d'argent quand même, il faut que je puisse vivre. Alors oui, on peut donner avec une charge de rente. Donc on peut dire, ben, je te donne cette magnifique résidence secondaire, mais à charge pour toi de me payer 1500 euros par mois. Alors il ne faut pas que la rente soit trop élevée, hein, parce que si la rente est trop élevée, c'est plus une donation. Le principe de donner, c'est de s'appauvrir. Si la rente voilà, à laquelle vous avez droit est trop importante, ben vous ne vous appauvrissez plus, donc on n'est plus dans une donation, on va être dans une vente. Ce qui existe aussi, c'est des produits d'assurance vie dans lesquels vous placez votre argent et puis la compagnie d'assurance s'engage à vous payer la rente, ce qui est parfois plus agréable que de demander une rente à ses enfants. C'est la compagnie d'assurance qui paye la rente. Et puis le jour où vous décédez, on fait les comptes. S'il reste de l'argent, ça va à vos enfants. S'il n'y a plus d'argent, ben vos enfants n'héritent rien. Vous avez aussi des charges d'entretien, l'obligation par exemple de payer la maison de repos, hein, tout ça c'est très joyeux, mais ça se prévoit.
Et puis aussi, vous avez certaines personnes qui disent, mais, je veux bien donner, mais moi, je veux conserver la gestion. Ça, c'est déjà pour des patrimoines un petit peu plus conséquents, je dirais, parce que c'est une situation qui est plus complexe. Mais sachez-le, c'est possible en Belgique, et c'est fréquent aussi, de constituer ce qu'on appelle une société simple, qui est en fait une société sans personnalité juridique, hein. Donc, c'est juste une situation d'indivision. Et vous apportez à cette société votre patrimoine. En contrepartie, vous recevez des actions de cette société. Et plutôt que de donner directement, vous donnez la nue propriété des actions de la société. Et dans les statuts de la société, vous êtes désigné comme gérant statutaire, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez toutes les décisions de gestion du patrimoine que vous avez donné à la société, que vous avez apporté à la société, sans que les actionnaires nus propriétaires à qui vous avez donc donné la nue propriété ne puissent dire un mot sur vos décisions de gestion, d'attribution de revenus et autres. Donc, vous donnez votre patrimoine, mais tout en vous assurant que vous le gérez comme vous l'entendez. Ça fonctionne très bien pour le patrimoine mobilier. On ne fait pas ça pour du patrimoine immobilier, ou alors vraiment très exceptionnellement. Mais si par exemple vous avez un gros patrimoine financier ou une collection d'œuvres d'art importantes, des voitures, peu importe, eh bien c'est vraiment une très bonne solution pour à la fois donner, à la fois optimiser votre succession tout en conservant la gestion. Si on est plus sur un patrimoine financier classique, vous pouvez aussi prévoir des mandats de gestion simplement pour être sûr que c'est vous qui conserverez la gestion auprès de la banque des décisions de placement. Donc, on en arrive à la fin de cet exposé. On a vu que si on ne faisait rien en Belgique, on payait beaucoup d'impôts. On a vu qu'il était possible de donner ou de léguer pour optimiser cette situation. On doit se rappeler que donner, c'est donner, hein. Donc, il n'y a pas d'alternative, hein. Une fois qu'on a donné, on a donné. Mais par contre, on peut modaliser les donations pour garder les revenus, pour garder la gestion. Donc, il y a une certaine souplesse, même si cette souplesse, évidemment, n'est jamais absolue. Et c'est pour ça que je dis, il est toujours prudent de garder quelque chose pour soi. Et si ces héritiers doivent payer à un moment donné un peu d'impôts en Belgique, on peut penser que c'est toujours trop, mais ça vaut mieux que de ne plus rien avoir pour la fin de ces jours. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et Carlo, je te cède la parole. Merci beaucoup, pardon, merci beaucoup, Michael, pour cet exposé qui me semble très clair. Donc je voulais tout simplement ajouter que s'il y a des questions d'ordre général, on peut les poser et on essaiera de les transmettre à Michael pour réponse par écrit. Mais si les questions sont spécifiques, donc la matière est beaucoup trop complexe pour espérer trouver toutes les réponses dans cette conférence, dans ces slides. La seule manière, c'est de contacter l'Union syndicale pour demander un rendez-vous à Maître Gossio. Le rendez-vous, je n'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, il y a une convention entre l'Union syndicale et Maître Gossio qui fait que les membres de l'Union syndicale ou les gens qui décident de devenir membres à cette occasion bénéficient des tarifs réduits par rapport à ce qui est normal. Donc, dans ces cas-là, vous vous adressez à l'Union syndicale. La personne qui coordonne ce type de choses, c'est Sandra de Queiroz, que vous connaissez, à la maison de l'Union syndicale. Et sinon, bon, vous avez les coordonnées de Maître Gossio ici dans la dernière slide. Merci beaucoup.